La sécurité, ce sentiment précieux, la corrélation avec nos valeurs, la force et l'espoir dans une situation sanitaire compliquée et difficile. Restez avec nous. Monsieur Mauro Poggia, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Nous allons parler de sécurité et nous aimerions savoir votre avis, votre impression, votre positionnement par rapport à ce sujet qui est évidemment d'actualité étant en pleine deuxième vague de pandémie. Écoutez, je vais peut-être vous surprendre. La sécurité est avant tout un sentiment, un ressenti. On parle souvent de sentiment à l'inverse d'insécurité. Et quand on mesure ce sentiment par rapport à la réalité des faits, souvent on est surpris, soit que l'insécurité est plus grande que ce qu'on ressent ou à l'inverse. Donc ce qui est important pour se sentir bien dans une collectivité, c'est d'avoir un sentiment de sécurité. Évidemment, si ça correspond avec la réalité, c'est mieux encore. On essaye évidemment d'y travailler. Mais surtout de se dire que finalement, cette sécurité qui est multifacette, qu'elle est évidemment au sens strict la sécurité que la police doit assurer et l'ensemble des structures sécuritaires, mais aussi une sécurité sanitaire, savoir que s'il nous arrive quelque chose, les structures sanitaires peuvent répondre aux besoins. Sécurité de l'emploi et Dieu sait si c'est important aujourd'hui avec la crise que nous traversons. Voilà, donc c'est ce sentiment qui est important, de la manière dont on se sent bien à un moment donné dans la collectivité dans laquelle on vit. Quels sont les défis dont on fait tous face aujourd'hui face à ce sentiment, pour reprendre vos mots, de sécurité? Est-ce qu'il y a le thème tellement important des valeurs dont vous pourriez nous partager avec nous? Bien sûr, quand on parle de sécurité, on pense immédiatement délinquance, criminalité. Et c'est vrai qu'un territoire comme Genève, qui est une presqu'île pratiquement dans l'Union européenne, avec beaucoup de frontières, plus de 100 km de frontières avec l'Union européenne, donc, et un niveau de vie élevé qui attire bien sûr la convoitise de personnes, de malfrats qui peuvent venir d'ailleurs, c'est la première réaction que l'on aurait. Mais vous avez raison, je pense que cette sécurité, c'est aussi la manière dont on perçoit l'autre et la manière dont on vit au quotidien. Parce que, heureusement, nous ne sommes que très rarement confrontés à des délits et encore plus rarement, heureusement, à des crimes. Mais les incivilités de tous les jours sont le quotidien. C'est finalement ce qui fait qu'on a ce sentiment d'irrespect généralisé. Mais c'est directement lié aussi avec la qualité de vie que l'on a, avec les moyens que l'on a. C'est saint Augustin qui disait il faut un minimum d'aisance pour cultiver la vertu. Et le respect, c'est aussi une vertu vis-à-vis de l'autre. Savoir respecter l'autre pour ce qu'il est. En termes chrétiens, on dit savoir respecter l'autre comme on aimerait qu'il nous respecte. C'est, je pense, quelque chose de transversal et d'universel. Mais c'est de plus en plus difficile à décliner au quotidien dans une société où les pressions sont constantes dans tous les domaines. Et c'est vrai que soi-même, quand en fin de journée on fait le bilan, on se dit est-ce que j'ai véritablement été à la hauteur du respect que je devrais avoir vis-à-vis de tout le monde pendant toute la journée? C'est pas toujours évident. Alors pour faire une transition, et vous avez tout à fait raison, les tendances alors, le respect en est une chose, mais les tendances en termes de sécurité, sans parler de secteur particulier, mais de façon générale et par rapport à ce fameux sentiment de sécurité dont vous nous avez parlé au début de cette interview, quelles sont les tendances aujourd'hui? Comment vous voyez avec la précarité quand même qui s'annonce, un certain nombre bars, restaurants, entreprises qui sont en train de fermer? Là, on parle d'emploi, mais on peut parler d'un manque à gagner, on peut parler d'entreprises qui vont peut-être ne pas reprendre leur souffle, on peut parler d'un marché avec des gens qui vont se sentir au bout de leur vie en disant j'ai pas la formation, j'ai pas ci, j'ai pas ça, avec des jeunes qui n'arrivent pas à avoir d'avenir. Donc tout ça est des secteurs multiples et variés de sécurité. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Bien sûr. Je pense que ce ressenti que l'on a de ne pas avoir d'avenir, de ne pas avoir d'espoir, et c'est particulièrement évident pour les plus jeunes qui souvent
sont en rupture de formation, n'ont pas de perspective d'emploi et qui effectivement sont oisifs, et on sait l'oisiveté est la mère de tous les vices, et donc ces jeunes qui ont des comportements qui sont agressifs vis-à-vis de l'autorité, mais parce qu'ils considèrent l'autorité comme quelque chose qui leur est étranger, dont ils ne font pas partie. Il n'y a plus ce sentiment d'appartenir à la communauté. C'est pour ça qu'il ne sert à rien, même s'il faut le faire, de concentrer nos actions sécuritaires dans la répression. Il faut l'accompagner d'une action sociale. Et c'est la raison pour laquelle, dans les quartiers défavorisés, il n'est pas question de ne pas travailler avec les communes et avec des assistants sociaux de terrain qui connaissent ces jeunes, qui savent quelles sont leurs problématiques, pour leur offrir une perspective d'avenir. Je pense que ça ne sert à rien, mais j'enfonce des portes ouvertes, de réprimer des gens qui n'ont pas d'espoir si finalement, lorsqu'ils sortent de prison, ils se trouvent exactement dans la même situation. Il y a un sentiment qui ressort plus que les autres, c'est le sentiment de peur. Et puis, mettre ça dans des futures perspectives. Comment peut-on imaginer, si on peut imaginer, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile d'imaginer quoi que ce soit, un futur et des futures perspectives avec un sentiment de peur constant? Bon, je ne voudrais pas non plus peindre un tableau trop noir. Je pense que c'est vrai qu'il y a une peur de l'avenir, ça il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de peine à se projeter dans l'avenir, d'autant plus les plus jeunes, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les seniors de plus de 50 ans sur le marché du travail. Je pense qu'il faut aussi un peu d'humilité, regarder dans le passé les personnes qui sont nées en 1900, qu'est-ce qu'a été leur vie avec 2 guerres mondiales. Évidemment, il ne s'agit pas de se contenter de ce qu'on a en se disant il y a eu pire avant. Je ne veux pas comparer avec le Moyen-Âge, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut aussi, dans cette adversité, se rendre compte que nous avons aujourd'hui les moyens au niveau de l'État et une volonté politique aussi, il faut le dire, de soutenir les plus défavorisés pour leur permettre précisément de pouvoir se battre dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel. Mais c'est un combat de tous les instants, pas seulement pour les individus, mais aussi pour nos collectivités, parce que les défis sont nombreux. Et c'est vrai, quand on sortira de cette crise sanitaire, on va ressentir encore plus que maintenant les conséquences économiques et sociales des mesures qu'il a fallu prendre pour protéger la vie de la population. Parce qu'il est vrai qu'on parle évidemment de crise sanitaire qui atteint le physique, mais ça atteint aussi le moral. Mais pour peindre un ange sur la muraille et finir sur une note d'espoir, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire dans le domaine d'un sentiment de sécurité pour le monde de demain? Moi, je pense que c'est un travail aussi là de tous les jours. Je pense que c'est à nous, politiques, c'est à nous, autorités, de donner l'exemple. On voit tous les jours à quel point il y a un manque de confiance dans l'autorité de la part de la population. Je pense que c'est à nous de montrer la voie, modestement bien sûr, parce qu'on est faillible aussi, mais je pense que trop longtemps, on a eu des exemples déplorables de personnes qui étaient là, au contraire, plutôt que de donner des leçons, ils auraient mieux fait de les donner par leur propre comportement. Donc vous parlez de la voie VOIX et de la voie VOIE, c'est-à-dire le chemin. Et je pense que c'est une très belle note d'espoir de pouvoir voir un chemin. Et Monsieur Podja, on vous remercie infiniment pour ce moment passé avec nous et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci à vous. Cette interview est en collaboration avec Dukasköpi TV. Restez avec nous, restez connectés, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.